Bonsoir à tous. C'est bon, vous vous entendez là? Moi, je suis là en tant que membre de l'association pour l'autogestion. C'est la casquette que je suis là ce soir. C'est une petite association en fait qui a été créée, qui a maintenant pas 2 ans d'ancienneté, une association parisienne évidemment. Je suis le seul participant dans la région à cette autogestion et qui s'occupe de cette question, qui a un site internet qui alimente régulièrement, qui édite un journal, internet aussi, puis qui participe à toute la réflexion qui est en train de renaître en ce moment sur l'autogestion. Alors le FSL de cette année a pour thème le travail. L'autogestion est une approche de l'entreprise différente de celle de l'entreprise capitaliste que l'on connaît actuellement. C'est donc une approche qui soulève différentes questions, dont évidemment celle du travail, c'est-à-dire celle du rapport à la production en même temps, comment on produit, pourquoi, dans quel but, dans quelles conditions. En fait, la question de l'autogestion revient régulièrement dans nos discussions, sans qu'on emploie d'ailleurs forcément le mot lui-même. On l'évoque directement quand nous parlons des coopératives, des SCOP, celles qui existent, et celles pour lesquelles les travailleurs luttent pour essayer de les mettre en place. Par exemple, en ce moment, les luttes des Fralib, les luttes des 6 francs, si on suit l'actualité de ces dernières périodes. Alors, il est aussi question d'autogestion quand nous parlons ou pratiquons l'auto-organisation, que ce soit celle de nos luttes, celle de nos services publics sur lesquels nous souhaiterions avoir plus de maîtrise. Ce FSL est lui-même autogéré par ses participants. Alors l'autogestion, on l'évoque donc assez régulièrement, et ce que je voudrais apporter ce soir dans cette petite présentation, ce n'est pas un approfondissement supplémentaire des luttes en cours, ni une présentation détaillée des expériences autogestionnaires ayant eu lieu ici ou là sur la planète, ni non plus, je ne voudrais pas m'étaler sur des considérations philosophiques. En fait, je voudrais plutôt faire une petite synthèse des éléments qui permettent d'avoir une vision assez large de la question, en cerner les points structurants, et d'un point de vue militant. Alors, pour ceux qui m'ont déjà vu, cette présentation se situe dans la continuité donc, de tous les exposés que j'ai faits pour Attaque à Bourges, c'est de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit accessible au plus grand nombre. Ce ne sont pas les intellectuels qui briseront les chaînes de ceux qu'on appelle travailleurs, citoyens ou peuples, il n'y a que les opprimés eux-mêmes qui peuvent le faire. Alors pour cela, à mon sens, il est essentiel donc, de répandre les idées autogestionnaires, de les vulgariser dans le bon sens du terme, et pour pouvoir les répandre plus efficacement, il faut un minimum de connaissances sur la question, sur ces aspects importants. Alors l'autogestion, c'est très vaste comme question, c'est quoi? Comment on peut formuler ça? En premier lieu, on part du travail, donc c'est une autre conception du travail. On ne se contente plus de vendre sa force de travail à un patron, mais on veut pouvoir gérer soi-même la situation de travail. L'autogestion, donc par là, c'est en même temps donc, une autre conception de l'entreprise, de la manière dont elle est gérée, de sa finalité, c'est-à-dire que l'entreprise n'est plus une machine à profit au service de son propriétaire, mais un outil de travail au service des travailleurs. Mais plus largement qu'au service des travailleurs, l'autogestion, c'est une autre conception de la société dans son ensemble, dans ses pratiques sociales, qui concernent aussi bien la production donc, de biens et de services que la manière dont ils s'échangent, dont ils s'organisent. L'autogestion, c'est une autre organisation de la société vers plus de démocratie et de justice sociale. Vous voyez, il y a plusieurs, suivant l'angle auquel on se met, on a plusieurs points de vue comme ça. Et alors, au-delà de ces idées générales et puis d'une manière plus concrète, l'autogestion, ce sont des pratiques, et puis ce sont des idées. On va en premier lieu intéresser rapidement aux pratiques, c'est-à-dire aux expériences réelles. Alors il existe de multiples exemples d'expériences autogestionnaires. En situation de difficulté, de crise économique et sociale, il est très courant que des entreprises en situation de faillite soient en difficulté ou qui ferment, soient récupérées ou tentées d'être récupérées par leurs travailleurs. On a vu ça, on voit ça partout. En France, on a les exemples de l'IP. En ce moment, c'est les Fralib dont on parle, c'est ce qui se passe. On trouve quantité d'exemples sur la planète, en Argentine, au Venezuela, etc. Alors maintenant en Grèce, où on récupère des tas de choses, pas que des entreprises, des services aussi.
Et je pourrais aligner comme ça concerne aussi donc des services de soins ou l'éducation par exemple, qui sont récupérés dans certains endroits où ça ne fonctionne pas, où il y a la crise, qui sont récupérés par les gens qui essaient de les faire fonctionner mieux. Alors je pourrais aligner donc quantité d'exemples, mais je conseille à tous ceux qui sont intéressés par cet aspect des choses, de lire cet ouvrage. L'autogestion, hier, aujourd'hui et demain. Et ça a été écrit par un collectif de militants autogestionnaires qu'on trouve d'ailleurs dans mon association. C'est chez Sileps. L'autogestion, c'est aussi, au-delà de ça, de ces récupérations d'entreprise, c'est aussi le mouvement coopératif, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui diffèrent du monde capitaliste parce que l'objectif n'est pas de faire du profit financier. Alors je reviendrai tout à l'heure plus largement sur cette question des scopes, parce que c'est précisément une bonne porte d'entrée pour mieux comprendre les différents enjeux importants de l'autogestion. L'autogestion, c'est pas seulement aussi un ensemble de pratiques relevant du domaine de l'entreprise. J'ai parlé de services, mais ça s'applique aussi à des gestions d'organismes divers, à des associations, bien sûr, à des gestions de quartiers, voire des associations de villes. Là, on a l'exemple de démocratie participative de Porto Alegre, justement, où a eu lieu les premiers forums sociaux mondiaux. Il y a, je ne vais pas m'étaler sur les exemples, parce que sinon, je ne peux pas en dire plus, je me contente de citer. On a au Brésil l'expérience de Oaxaca, la commune de Oaxaca, au Mexique, pardon, au Brésil. Et puis on a plus près de chez nous celui d'une commune espagnole, la petite commune de Marinaleda, dans la province de Séville. C'est une commune de 2700 habitants qui fonctionne en démocratie directe depuis la fin de l'ère franquiste. Marinaleda. Je vous conseille de taper sur Internet, vous verrez parce que comment ça fonctionne, c'est vraiment une collectivisation complète de l'activité, etc., de la commune. Pour se construire des maisons, ils cèdent, enfin il y a des services municipaux. Vraiment, c'est un exemple assez intéressant. Alors ces expériences-là, multiples, que je viens d'évoquer, relèvent de pratiques collectives localisées, en général. Il y a bien sûr des liens, des micro-réseaux qui se tissent parfois, mais le principe n'a pas la force, ni même la vocation à s'étendre et à se généraliser à tout le système socio-économique. Alors, des expériences autogestionnaires de plus grande ampleur, par contre, ont eu lieu, ont été tentées, disons, en Espagne et en Yougoslavie. En Espagne, suite à la tentative du coup d'État fasciste de 1936, les travailleurs espagnols prennent les armes, déclenchent la grève générale, les syndicats organisent l'autogestion de l'économie et plus largement même de la société. À Barcelone, c'est tout un mouvement important quand même qui s'est passé, je suis très succinct là aussi. À Barcelone, l'industrie et les transports sont collectivisés. Dans les campagnes, de nombreux villages mettent en place des collectivités où la propriété, comme souvent même l'argent, sont supprimés, où les terres sont rassemblées, travaillées collectivement, et où les richesses produites sont redistribuées suivant la bonne vieille devise de à chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins. En Aragon, même les collectivités s'organisent entre elles en mettant en place le Conseil des collectivités d'Aragon, c'est-à-dire qu'on est dans un processus qui s'élargit et qui se construit des structures adaptées à cet élargissement. C'est-à-dire on va au-delà de la simple petite expérience d'une entreprise, c'est toute une région qui fonctionne sur l'autogestion. C'est l'autogestion en tant que système. L'expérience a malheureusement été courte, on sait pourquoi, mais elle a clairement montré son potentiel. Parce que c'est ainsi que dans les premiers mois de la Révolution, malgré une situation de guerre civile, le mouvement autogestionnaire est parvenu à augmenter la production, ainsi qu'à développer les écoles, le système de santé, l'accès à la culture. Et d'autres choses aussi. Alors ça c'est l'Espagne, mais c'est ce qu'on appelle une autogestion par le bas. C'est parti de la base directement. Et alors contrairement à l'Espagne, l'autogestion yougoslave, elle, c'est une expérience qui s'est construite par le haut. Par le haut parce que la Yougoslavie était un satellite de l'URSS à cette époque-là, c'est-à-dire sous le joug d'un socialisme d'État. Le fonctionnement, de toute façon, partait du haut, on pouvait intervenir que par le haut. Et à partir des années 50, pour répondre à l'aspiration des travailleurs, c'était quand même un gouvernement plus éclairé que d'autres dans ce domaine, l'État cède quelques espaces de démocratie. On commence par accorder quelques pouvoirs de gestion aux travailleurs dans l'entreprise d'État. Et
mais tout en gardant quand même un directeur nommé par l'État et puis en conservant le principe de la planification. C'est vraiment quelques gestes très mineurs. En 1965, par contre, il y a un changement institutionnel. On supprime le plan pour instaurer un socialisme de marché. Alors qui ne fonctionne pas bien non plus. Dans les détails, mais parce qu'on assiste à des résistances et même parfois à des grèves. Puis nouveau virage en 1974 avec des réformes encore parfois contradictoires. Des droits de gestion plus importants sont accordés aux travailleurs dans les ateliers, pas forcément dans l'entreprise, mais plus de décentralisation dans le contrôle des ressources, de la fiscalité, du commerce extérieur, etc. Alors comme en plus on est dans un système où il y a des minorités, où il y a d'autres questions qui se posent, d'autres problématiques, il faut contenter un peu tout le monde. Tout ça, ça aboutit à un système peu cohérent et qui se termine par une grave crise économique, puis en plus après par l'éclatement qu'on connaît de la Yougoslavie. Donc c'est une expérience qui a été tentée dans des conditions politiques très particulières, mais qui quand même reste riche d'enseignements au point de vue économique, au point de vue des mécanismes en œuvre, etc. Alors, l'autogestion, donc c'est une pratique, mais elle s'appuie sur des idées, quand même, sur des éléments théoriques, et puis il faut quand même un peu qu'on se penche là-dessus. Alors la notion d'autogestion est apparue au XIXe siècle, réaction au capitalisme. Le patron capitaliste possède l'entreprise, c'est-à-dire l'outil de travail, et les travailleurs n'ont pas d'autre choix que de lui vendre sa force de travail que l'employeur utilise comme bon lui semble. Alors le contrat capitaliste, c'est ce que disait le contrat de travail, c'est ce que disait Gérard Filoche, c'est un contrat de subordination, de soumission, et avec une exploitation qui est parfois très dure. Alors face à cette réalité qui apparaît donc en France entre autres, en l'occurrence des personnes dont je parle, la critique du capitalisme se construit, ainsi que la recherche d'une alternative à ce système, enfin en Europe en fait. Ça se construit, c'est le début, et la pensée socialiste se développe, et l'idée d'autogestion, elle est portée par le philosophe, il a plusieurs casquettes aussi comme ça, Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, la propriété c'est le vol. Et pour Proudhon, comme pour Marx, justement, la question de la propriété est centrale. Mais quelle propriété, à qui doit appartenir l'entreprise? Alors pour Proudhon, c'est les travailleurs, ce sont les travailleurs qui doivent être propriétaires de leurs entreprises, et une banque est chargée, pas une banque publique, à l'époque on ne parle pas encore de ça, mais une banque que lui-même va essayer de monter, une banque est chargée de leur fournir du crédit avec des faibles taux d'intérêt qui correspondent en fait au coût réel de la banque. Alors par contre, c'est quelqu'un qui a plus de l'artisanat, à la limite, où des petites entreprises se montent, chacun se... C'est cette idée-là qui est plus là. Et par contre, dans le manifeste du Parti communiste, on n'a pas tout à fait la même approche, Marx n'a pas tout à fait la même approche. Alors, je précise quand même qu'on est en 1848, le manifeste, au milieu du 19e siècle, c'est le début de la pensée socialiste. Et Marx, lui, il confie la propriété des outils de travail, des outils de production, à l'État. Déjà, il y a une division qui va, une différence qui va suivre dans toutes les internationales, etc. Alors Marx y reviendra ultérieurement sur cette position, mais c'est là une question complexe qui se pose, qui a suscité de très nombreux débats, puis qui en suscite encore parfois de nos jours. Les expériences socialistes du XXe siècle et leur échec donnent raison à Proudhon sur l'impasse économique et sociale à laquelle conduit un système étatique. Alors, accorder la propriété de l'entreprise, donc sa gestion, au seul travailleur, est-il pour autant la seule solution envisageable? D'abord parce qu'elle s'adapter à toutes les entreprises, suivant la taille de l'entreprise, son secteur de production, est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres possibilités? D'autant plus qu'il y a des notions qui n'existaient pas à l'époque, c'est le service public par exemple. Et puis la question aussi, c'est l'entreprise joue-t-elle un simple rôle de production, ou joue-t-elle aussi un rôle social, qui va au-delà de son aspect directement productif? C'est-à-dire, son rôle concerne-t-il uniquement l'intérêt de ses travailleurs, ou va-t-il au-delà du simple intérêt particulier de son travailleur? Les scopes, qu'est-ce que c'est les scopes? Tout le monde a entendu parler des scopes. Les scopes, sociétés coopératives et participatives. En 2010, j'ai ces chiffres-là pour l'instant, il existait en France environ 2000 scopes,
dans lesquelles travaillaient un peu plus de 40 000 salariés. On fait une moyenne de 20 par entreprise. Mais c'est pas comme ça, donc il faut compter parce qu'il y en a quelques-unes quand même, il y a 2 qui dépassent les 1000 salariés. Les chèques déjeuner, on a entendu parler, c'est une SCOP, les chèques déjeuner, et ACOM. ACOM, c'est une électronique, câbles, composants, etc. C'est une grosse entreprise aussi qui a entre autres une usine en Chine aussi. Bon, alors la plupart, en dehors de ces deux-là, ça reste des très petites entreprises. Un SCOP, c'est un statut d'entreprise, au même titre qu'une société anonyme. Et la caractéristique essentielle des SCOP est d'appartenir à leurs travailleurs qui la gèrent eux-mêmes. Bon, c'est là une avancée démocratique évidente. Les travailleurs ne sont plus soumis, ne sont plus dépendants d'actionnaires. Alors le discours qu'on nous tient du côté des défenseurs du système actuel, du capital, c'est que, oui, vous comprenez, diriger une entreprise, ça nécessite des compétences, ça nécessite des connaissances. C'est pas, il y a des écoles de management de très très haut niveau, puis qui coûtent même très cher, avec des études très cotées pour ça, pour faire ça, pour former les gens. Hein, comprenons que gérer une entreprise, c'est pas à la portée d'un couillon de travailleur ordinaire, un peu. Bon, on dit c'est pour ça qu'il y a aussi des dirigeants d'entreprises qui sont payés très cher. En effet, le salaire annuel d'un dirigeant d'une entreprise cotée au CAC 40, c'est plus de 2 millions d'euros. Plus les autres, tous les intéressements divers qui se situent aussi à des lieux de ce que touche un travailleur ordinaire. Donc effectivement, on peut comprendre que c'est pas n'importe qui. Mais comment peut-on expliquer quelque part l'énormité de ces salaires? Comment? C'est parce que ce patron, il est au service des actionnaires. Et son rôle, c'est de faire dégager à l'entreprise le maximum de profits. Et des profits pour ces entreprises-là qui se chiffrent plus en millions d'euros, mais en milliards d'euros. Donc, ce qui passe par l'exploitation la plus profitable possible du travailleur, qui devient une variable d'ajustement. Une entreprise capitaliste rentable, c'est une entreprise qui dégage du profit. Et peu importe ce qu'elle produit par ailleurs, à la limite c'est secondaire, son but premier c'est de produire du profit. L'entreprise autogérée, elle n'a pas besoin de dégager du profit pour être rentable. Déjà, première chose. Alors, il est très probable que les travailleurs soient très peu compétents pour gérer une entreprise dans le sens du profit maximum, parce qu'ils s'exploiteraient, ça voudrait dire l'exploitation maximale, déjà, c'est certain, ils ne sont pas compétents là. Mais est-ce que c'est dans ce sens qu'ils veulent gérer leur entreprise? Ah non, l'objectif d'une entreprise autogérée, c'est plus le même que celui d'une entreprise capitaliste. La notion de rentabilité n'est plus la même. Les travailleurs associés d'une entreprise autogérée veulent pouvoir vivre dignement de leur travail, et sur ce point-là, ils sont certainement plus compétents que n'importe quel patron du CAC 40. D'ailleurs, les SCOP le montrent. C'est ça l'avantage des SCOP. Le principal, c'est qu'elles sont la preuve vivante que les travailleurs associés peuvent eux-mêmes gérer leur entreprise sans se faire spolier, sans devoir se soumettre à la volonté et à l'exploitation d'actionnaires parasites. Alors sur ce point, les SCOP, elles ont valeur d'exemple. On peut critiquer d'autres choses, mais elles ont au moins valeur d'exemple. Elles méritent un large soutien de tous ceux pour qui le capitalisme n'est pas un horizon indépassable. Alors, la référence absolue en termes de réussite d'une entreprise coopérative, c'est l'entreprise basque Mondragon. Vous avez peut-être entendu parler, c'est l'exemple Mondragon. Fondé en 1955, Mondragon, c'est aujourd'hui devenu un groupe, c'est un groupe Mondragon Corporation, rassemblant 256 entreprises, dont environ la moitié sont des coopératives. Ce pas toutes des coopératives, quand même, on va voir justement. Bon. Alors, ces entreprises sont très implantées, c'est dans le secteur de la distribution en Espagne, les hypermarchés Eroski, pour ceux qui connaissent, de la finance, il y a une banque, la Caja Laboral, il y a même plusieurs réseaux bancaires avec un secteur financier important, de l'industrie, dans le secteur de l'industrie, alors le plus connu c'est Fagor, on connaît Fagor maintenant, l'électroménager, et la formation aussi, ils ont une université, l'université de Mondragon. C'est une multinationale qui est implantée dans 19 pays
et qui en 2009 employait 78 000 salariés et 15, en Espagne et 15 000 à l'étranger. Alors si les entreprises de Mondragone qui sont situées en Espagne fonctionnent dans l'ensemble sur des bases coopératives et que plus de la moitié des travailleurs, comme en Espagne, sont des travailleurs associés, les usines à l'étranger n'ont pas le même statut. Elles appartiennent à la coopérative, mais n'ont pas le statut de coopérative, et leurs salariés ne bénéficient d'aucun des avantages coopératifs. Le développement international de Fagor se fait par rachat d'entreprises, suivant les règles ordinaires du capitalisme. En plus, là, je me rajoute, c'est que les SCOP, ce principe des coopératives, elles ont des textes qui les réglementent, qui leur obligent à avoir de l'épargne, qui leur obligent de placer une partie de leur gain, de l'épargner sous forme d'épargne pour se constituer. Donc, et elles sont obligées d'investir, elles n'ont pas le choix. Hein. Si une entreprise qui marche, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle dépense son argent. Donc, ce sont des rachats d'entreprises, suivant les règles du capitalisme mondialisé. C'est ainsi qu'en 2005, Fagor a racheté Brandt. Ce rachat s'est accompagné de 140 licenciements pour trait. Depuis 2006, les fabrications des 5 usines françaises de Fagor-Brandt sont petit à petit délocalisées. Et mon texte, mes chiffres, ils datent même de 2-3 ans. Là, hein. Et les 3/4 des lave-linges vendus en France par Fagor sont maintenant fabriqués en Pologne. La dernière usine de Lyon, de Brandt, dans cette usine, la pollution est divisée par 3. Et l'arrêt total est prévu pour 2014. Alors cette réalité, elle est négative. Hein. Là, ce que je viens de dire, là, effectivement, c'est pas une bonne image des SCOP que ça donne, c'est une réalité. L'entreprise SCOP qui réussit, bah, c'est une multinationale. Et ça nous montre donc que les avancées démocratiques qui sont internes à la SCOP ne suffisent pas pour autant en faire un modèle autogestionnaire. Alors pourquoi? Ben, c'est bien sûr en premier lieu parce qu'on est dans un contexte capitaliste dans lequel elles doivent évoluer. Si ce système peut tolérer quelques avancées, elle reste bien encadrée et ne dispense pas à la COP de suivre les règles générales de la concurrence capitaliste, dont celle de la recherche de la compétitivité. En fait, une SCOP ne peut vivre que si elle peut faire face à cette concurrence mondiale surtout. Et ce qui, sans renier son éthique sociale, reste possible dans le cas de petites niches locales ou nationales. C'est pour ça que les SCOP, c'est principalement des petites, des fois 2-3 personnes. Mais c'est beaucoup plus difficile dès qu'il s'agit de faire face à la concurrence internationale, où finalement on est obligé de fonctionner comme les multinationales, de la même manière, avec les mêmes perversions, avec la même exploitation. Quand on achète un frigo à Fagor, ou autre d'ailleurs, hein, mais Fagor c'est une coopérative, il n'est pas conçu, il n'y a rien d'éthique là-dedans. Il est fabriqué en Pologne. Par des gens qui sont payés au salaire polonais normal. Avec en plus des problèmes de transport, etc. C'est pas écologique, c'est les mêmes fonctionnements qu'une entreprise capitaliste. Alors on voit bien donc que ce système, pour les employés des usines étrangères, les travailleurs associés et propriétaires de l'entreprise, ils apparaissent d'une façon finalement comme des actionnaires qui se différencient guère de ceux d'une multinationale capitaliste. Si on veut pousser plus loin, on va dire que Fagor, c'est le moyen pour trouver des travailleurs associés pour exploiter d'autres travailleurs. Bon, c'est l'extrême, mais ça revient à cette chose. Alors, à partir, on voit bien de ça, on voit bien que si les SCOP sont une avancée démocratique à défendre, je pourquoi cette avancée reste néanmoins bien encadrée et très limitée. Ce système ne permet que des formes très mineures d'autogestion. Il présente en plus de l'avantage, par contre, en plus de l'avantage de l'exemplarité, il présente celui d'offrir un point de départ pour des réflexions et des pratiques qui restent à construire, à développer. Il y a plusieurs manières, à partir des SCOP, de voir comment on peut agir dans le sens de l'autogestion. Si on reste centré là-dessus, sur les SCOP, par exemple, penser à améliorer les SCOP, c'est-à-dire obtenir de nouveaux droits. Par exemple, faciliter la reprise par les travailleurs d'entreprises en difficulté, d'entreprises en faillite qui délocalisent, c'est le cas des Fralib d'ailleurs, entre autres. Ou des usines qui ferment, pour les entreprises, ou des usines, des unités de production. Alors on peut penser donc à améliorer les statuts des SCOP, et puis il y a une question là qui est importante, c'est la question du financement. On peut donc penser à avancer là-dessus. La question du financement, elle est directement liée, elle est indissociable de la question de la propriété.
le système économique capitaliste, là je reviens à la propriété. Dans le système économique capitaliste, c'est le propriétaire, le privé, l'actionnaire, qui assure le financement, même l'artisan qui assure le financement de ça. Ou même la SCOP aussi. Dans un système étatique, c'est l'État. C'est clair aussi. Si les travailleurs sont propriétaires de l'entreprise, cette logique voudrait que ce soit à eux de financer. Et donc c'est cette logique, qui est assez logique en fait, qui est appliquée au SCOP. Alors évidemment, c'est là un énorme frein pour le développement de ce type d'entreprise. Il n'y a pas de capitaux. Les capitaux, c'est l'argent, au départ, c'est les travailleurs qui l'emploient eux-mêmes. Les banques vont fournir du crédit, mais comme à toutes les autres entreprises. Alors, on peut bien sûr réclamer la mise en place d'une banque publique, essayer d'améliorer, chargée de financer les SCOP, peut-être du crédit, puis peut-être un autre mode de fonctionnement, du crédit pour les investissements aussi, pas seulement... mais quand on connaît la logique capitaliste, en plus à la période actuelle, où tout se durcit profondément, il faut quand même savoir dans quelle limite, s'interroger pour savoir dans quelle limite une telle avancée lui serait possible. En fait, le système, il tolère les SCOP. Mais il a bien encadré. Et c'est dans ce cadre qu'il les tolère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de changer de système par le biais des SCOP. Simplement par le biais de l'extension générale de cette chose-là. C'est une idée qu'on retrouve encore. Bon, évidemment, c'est vraiment de la vraie utopie, dans le sens où ce n'est pas possible réellement. Et en fait, cette réflexion sur les SCOP, là, elle ramène aux fondamentaux aussi. Elle montre en fait, si toutefois quelqu'un doutait, que l'autogestion ne peut que très difficilement, disons, se concevoir dans le cadre d'un système capitaliste, puis qu'elle peut être conçue qu'en tant que système économique à part entière, système socio-économique. C'est-à-dire, on revient là aux fondamentaux du socialisme. C'est un autre système global qu'il faut mettre en place si on veut vraiment autogérer le monde. C'est une révolution socio-économique qui, je ne parle pas de grand soir, je parle de révolution socio-économique, c'est-à-dire un changement dans nos habitudes, dans nos pratiques, etc. C'est un chose qui permettrait aux citoyens de s'approprier collectivement les outils de production et puis plus largement de prendre en main la gestion de tous les outils sociaux qui aujourd'hui leur échappent, qui leur sont confisqués. Alors on peut essayer d'avancer dans le cadre de ce système, on le fait, on soutient des choses, on essaie de faire avancer des idées, justement celle-ci, qu'à un moment donné, il faudrait bien que si on veut passer à l'autogestion, si on veut passer à notre système, il faudra bien une rupture avec le système actuel. Une rupture à partir de laquelle pourrait s'opérer une dynamique de construction autogestionnée. Alors, quand on aborde dans nos discussions la question de l'autogestion, j'ai cerné différents points, on débat tout à l'heure, moi j'apporte des éléments, on va discuter de tout ça tout à l'heure. Et quand on aborde la question de l'autogestion, il y a un point qui est difficilement contournable, une chose qu'on demande régulièrement, c'est celui du modèle. Parce que là j'ai avancé des tas de choses, mais l'autogestion finalement, concrètement, comment on peut concevoir ça? Le capitalisme, les gens connaissent plus ou moins les règles de fonctionnement du système. C'est pareil pour le socialisme d'État, l'autre système. Le type de propriété, disons, le financement, le fonctionnement d'entreprise. Bon, c'est facile parce qu'il y a des modèles de référence, plus ou moins bien connus dans les détails, mais dont on connaît grosso modo le fonctionnement de base. Et il est normal que les gens s'interrogent sur le fonctionnement d'un système autogéré sur lequel il n'y a pas de modèle de référence. Et s'il veut un peu de crédibilité, un militant pour l'autogestion doit apporter des réponses concrètes et crédibles. Moi, c'est mon point de vue, parce que ce n'est pas le point de vue de tous les gens qui sont dans les milieux qui pensent autogestion, disons, où ça doit rester sur la base, c'est quelque chose qui doit être là, on ne va pas se poser des questions plus loin, il faut qu'on fasse notre truc nous-mêmes, etc. Bon, mais c'est pas là où le problème de la crédibilité de l'extension se pose. Bon, je raisonne en termes de système, on ne peut pas raisonner tout le temps comme ça, en termes réduits de ce qu'on peut faire à un endroit ou à un autre. Le système capitaliste, je dirais pour avancer là-dessus, ne s'est pas construit du jour au lendemain. Depuis ses origines, il n'a pas arrêté d'évoluer, contrairement au socialisme d'État. Par sa nature démocratique, profondément, l'autogestion n'est pas conçue comme un système figé, mais comme un système ouvert, qui pourra qu'évoluer avec la mise en pratique, qu'avec l'expérimentation qui fait avancer les techniques, les technologies,
dit la pensée, et donc l'ensemble des pratiques humaines. Hein, l'autogestion, c'est plutôt perçu ici comme un processus qui s'auto-alimente sans qu'on puisse précisément savoir où ça va le conduire exactement. Alors il est donc assez difficile d'avancer au-delà des généralités. Et en tout cas, on ne peut certainement pas proposer évidemment un modèle détaillé, clé en main, d'un système. Donc d'ailleurs, c'est pas ce que les gens demandent. J'interviens un peu sur cette question parce que c'est une question qui se pose. Mais c'est pas ce que les gens demandent. Les gens, ils veulent comprendre le fonctionnement de base, celui de la base socio-économique du système. Alors, comment ça fonctionne, grosso modo, comment ça s'articule? Alors, il y a des gens qui s'interrogent quand même sur l'autogestion, s'il n'y a pas de modèle, hein, il y a des gens qui s'interrogent, il y a des économistes, des intellectuels, des militants, les éducateurs populaires, et il y a des, je dis ça pour moi, il y a des idées qui sont quand même très partagées. Il n'existe pas de modèle, mais il apparaît quelques principes de base assez simples qu'on retrouve, qui reviennent constamment, et qui forment un socle sur lequel on pourrait se construire l'autogestion. Alors lesquels? D'abord, ça passe par une démocratie la plus large possible, dans tous les domaines, une démocratie la plus directe possible, bien éloignée de ce qu'on voit actuellement. La question de la démocratie économique, l'économie, c'est la démocratie économique, si je pars sur ce fil-là, n'est pas compatible avec une économie financée par des intérêts privés. C'est une autre manière, la notion de démocratie, de revenir sur la contestation de l'intérêt privé dans l'économie. Il n'y a pas égalité entre le propriétaire et son salarié. Une économie démocratique ne peut donc pas être financée par des agents privés au service de leur intérêt personnel, mais ne peut l'être que par un système bancaire public. Alors l'autogestion, ça c'est un principe de base. L'autogestion, ça passe aussi donc, par les entreprises qui sont certes au service de leurs travailleurs, mais plus largement au service de tous. Je reviens sur le point que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée qui revient le plus souvent, c'est les entreprises qui sont gérées collectivement par des conseils d'administration, comme toute entreprise, hein, associant les travailleurs avec des représentants d'administrations diverses, des représentants de consommateurs, de représentants d'usagers, d'écologistes, de la banque publique qui finance, hein, des institutions locales, etc. Alors j'ai cité bien sûr les écologistes parce que il ne faut pas qu'on me dise, pour éviter une petite critique ou un petit manque, comme cela un manque, parce que l'autogestion, ça concerne aussi celle des ressources planétaires, bien évidemment. Hein, la question du dérèglement climatique et de la pollution généralisée devient actuellement prioritaire dans l'entreprise, dans toutes les activités humaines. Alors si on met en avant le rôle social de l'entreprise, pas seulement l'intérêt des travailleurs, on doit mettre aussi en place des systèmes alors institutionnalisés d'aide aux entreprises, sous formes diverses, hein, par exemple pour fournir des locaux, des bâtiments, des services divers, etc. Comme ça se fait un petit peu maintenant pour l'entreprise capitaliste aussi, mais le public fait toutes ces choses-là, mais là ça serait un autre niveau, disons. Il y a des structures à créer pour effectivement financer, pour aider les entreprises. Mais j'arrête là, parce que, enfin, j'oublie une chose, c'est la gestion va faire bien sûr une large place au service public. Alors, créer de nouveau, suivant les besoins même. Les services publics, par contre, gérer le plus démocratiquement possible. Alors j'arrête là sur ce qu'on peut construire, sur la question du modèle, parce que c'est quelques points essentiels, ils suffisent, à mon sens, pour former une base économique sur laquelle se construiront des structures nouvelles, qui viendront d'eux-mêmes, sur lesquelles on expérimentera. Parce que c'est l'expérimentation seule qui permettra d'aller plus avant dans les détails. Je citerai un auteur, je n'en ai pas cité beaucoup, mais Marx, qui disait... Ceux qui lui demandaient le modèle socialiste disaient on ne peut pas écrire les recettes de cuisine pour... les recettes, aujourd'hui, on peut écrire aujourd'hui les recettes pour les cuisines de demain. Eh bien, nous ne faisons pas plus haut. Je ne peux pas me faire moins humble que lui sur ce point. Avant de passer justement à la discussion, je terminerai en parlant d'une curiosité très, très intéressante, qui m'a beaucoup interpellé, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai découvert ce document. Et dans les années 70, on parlait d'autogestion. Beaucoup. Hein, le PSU, la CFDT qui est autogestionnaire à cette époque-là, et même le PS.
En 1975, un projet autogestionnaire a été adopté à l'unanimité par le bureau exécutif du PS. C'est un document qu'on trouve, 15 thèses sur l'autogestion. Ça, on trouve dans la revue du PS, Le Point et la Rose, un supplément numéro 41 de mai 1975. Et à mon avis, c'est un ensemble de réflexions avec une certaine cohérence dans la lignée de la pensée de la deuxième internationale socialiste, qui propose une stratégie politique autogestionnaire et un véritable projet socio-économique qui pourrait être mis en œuvre par un gouvernement élu. D'ailleurs, c'était 15 thèses qui devaient être mises en œuvre en 1975. Bon, on connaît la suite, l'évolution du PS, comment tout ça s'est passé à la trappe. Et alors, il y avait des gens comme Chevènement, mais il y avait des gens que les plus anciens se rappellent les noms aussi, qui existent encore. Et donc, c'est un document à voir, à mon avis. Il est unique en son genre. Il n'y a pas d'équivalent d'un projet comme ça qui pourrait être mis en place, là, qui était prévu. Et il est accompagné d'un ouvrage que je n'ai pas retrouvé, dommage, écrit par un chef d'entreprise, sur tout l'aspect technique, justement, du modèle autogestionnaire, tous ceux qui feraient, voilà. Et ce n'est pas un projet qui est issu d'une simple approche théorique, justement, c'est intéressant aussi, mais il est issu d'une connaissance réelle des problématiques de l'entreprise et du monde de travail, parce qu'il est écrit par quelqu'un qui est impliqué là-dedans, et propose un système donc, qui prend en compte quantité d'éléments tout en leur donnant une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire l'articulation entre les droits des travailleurs, le fonctionnement interne de l'entreprise. Alors, il va dans les détails, mais tout est ouvert, bien sûr, et les nouvelles structures institutionnelles chargées de faciliter, et plus simplement, de réellement mettre en œuvre le projet gestionnaire. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, chacun pourra aller voir. Enfin, il y a quand même une chose que je n'ai pas marquée, qui est importante à dire, c'est que c'est pas l'autogestion imposée par le haut, comme on pourrait croire. Tout est dit dans le temps, c'est aux gens de s'emparer de la chose. Et ça pose, justement, ce projet, l'existence de ce projet, il montre, entre autres, qu'une transition vers l'autogestion, c'est aussi une question de volonté politique. Alors l'autogestion ne peut pas s'imposer par le haut, c'est aux gens eux-mêmes de se prendre en charge, mais le haut peut donner à la base les moyens de faire le choix de l'autogestion. Et pour moi, c'est ce que montre ce truc-là, et ça fait justement le lien entre le haut et le bas. Parce que de toute façon, de nos jours, face à la crise globale du capitalisme, nous ne sommes qu'aux prémices, il ne suffit plus de revendiquer un idéal, même en essayant de le mettre le plus en pratique possible à son petit niveau, à son niveau personnel. Je ne veux pas dire que c'est négatif ni inutile, au contraire. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas le changement social, ce n'est pas la transformation sociale, elle ne va pas comme ça, il faut aller plus loin. Il faut effectivement aller avec un projet politique quelque part. Aujourd'hui, il y a besoin de réponses globales et crédibles, et je pense que l'autogestion s'en est une. Je terminerai là-dessus. Je vous remercie. La parole est à vous. Bien, merci.